Bonjour et bienvenue en direct de Saint-Barthélemy. Voilà, chat Baptistou, un petit clin d'œil à chat VDB. Alors, puisque Greg allait me faire une déclaration d'amour, je lui demanderai une formule pour rompre avec John. Mais oui, voilà. Elle est géniale, cette Gabriella. Elle est géniale parce que... Ah bah voilà, alors, je commence obligé, voilà, en direct live. Euh, Gabriella, comment fais-tu pour que ton narratif soit aussi synchrone au mien? Je veux dire, ces histoires d'amour sous forme de petites vignettes sont autant d'illustrations qui collent extrêmement bien à mon entourage. C'est un mystère, sans rester mystique. Il y a toute une part physique, réelle, mesurable, concrète, à laquelle on s'accroche dur comme fer parce qu'on a des certitudes là-dessus. Voilà, 1 plus 1 égale 2. Venez pas me dire autre chose parce qu'après, voilà, on est perdu. Mais voilà, il y a des choses auxquelles on doit s'accrocher. Et puis, reconnaître tout de même une part de mystérieux, hein. Restons humbles, restons très très humbles, surtout quand on a conscience de notre échelle, de notre taille, hein, de la place qu'on occupe finalement dans l'univers, hein. Alors l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui avec nos télescopes ultramodernes qui vont au fin fond de ce qu'il est possible d'observer, et qui, voilà, très humblement dénombre des milliards de soleils. Voilà, donc spéciale dédicace à Gabriella. Bref, de nouvelles activités appellent de nouvelles activités et tout va très très vite dans cet univers aujourd'hui. Et on n'a plus beaucoup de temps à perdre, c'est un peu la course contre la montre, hein. Maintenant, quand on sait que les ressources vont s'amenuiser, il est temps d'aller vers l'atténuation, l'adaptation, la sobriété, cette espèce de pauvreté choisie et également bah, de bien à vivre, hein. On va bien vivre cela parce que tout va aller très très vite. Il y a une espèce d'horizon 2030, hein, je crois que ça fait partie du sommaire. 2030, on a ici la culture du 23, le 2 tiers, le 2-3, une espèce voilà, quand on voit ce motif, ce pattern, comme on dit, le 2, le 3, le 23, eh bien, donc là, par extension, le 2030, on ne peut qu'imaginer, en toute connaissance de cause, que à cet horizon-là, ça va être chaud, hein, voilà, à tous les niveaux, parce que le problème n'est pas qu'un problème de chaleur, c'est avant tout un problème d'entropie. Et l'entropie qui ne peut qu'augmenter nous mène à cette situation qui ne peut que empirer. Alors, c'est un peu emmerdant parce qu'on n'a pas de plan B. Alors ici, il y a toujours un plan B, on peut toujours aller se réfugier au pôle, mais bon, plus on monte vers les pôles, moins il y a de place, hein, même si l'eau et les glaçons sont fournis, l'eau douce et les glaçons, hein, c'est pas non plus là-bas qu'on va loger tout le monde, hein. Donc, restons sérieux, et évitons aussi ces fameux, comment on appelle ça, les effets de seuil, hein, des choses terribles, hein. L'atmosphère peut tout simplement s'évaporer, hein, c'est ce qui s'est passé sur Mars, on imagine, hein.
Bon, voilà, je répète, hein, il y a les lois de la physique, hein, la physique, la chimie, les gaz et l'équilibre d'un système qui s'est construit pendant longtemps et qui est bousculé aujourd'hui, oui, est bousculé, clairement, voilà. Hein, ça saute aux yeux. Mais c'est incroyable, hein, cette histoire de Gabriella. Voilà, il y a un décor, hein, on peut mettre Ginger, le chien qui va bien, hein, Ginger, qui est là avec moi, hein, fidèle compagnon. Hein. Dire canicule, des records locaux enregistrés, une baisse attendue des températures lundi. Bon, ça se rafraîchit. Demain, nous annonce BFM. Eh ben, tant mieux, hein, qu'on souffle un peu. Non, les températures, je vais pas développer, commenter. Moi, je suis à 30 degrés toute l'année. Plus ou moins 2 degrés, voilà, ça varie entre 28 et 32 pour faire simple. Ginger, tu fais du bruit? Ginger! Tu fais des bruits de... Bref, je vais pas frimer avec ma température, qui est, pour ainsi dire, idéale, d'autant plus que la climatisation fonctionne, jour et nuit. Je climatise pas beaucoup, hein, je dois climatiser à 28, 27, voilà, maximum, ouais, 26, 26 j'ai froid. Ouais, donc ça tourne à 28. Je crois que le thermostat est à 28. Et il faut la laisser lancer, hein. Elle n'est pas très puissante, mais la température est maintenue justement si on la laisse jour et nuit. Si on l'éteint, bah, ça remonte, et puis après, ça a du mal à chasser la chaleur, les murs se... bah, voilà, il y a tout un équilibre qui se crée. Alors oui, il y a un budget, ça coûte en électricité, effectivement. J'ai un petit calcul à faire, qui est pas très compliqué à faire. Pour connaître le prix exact d'un appareil, il suffit de mesurer avec un instrument de mesure et quelqu'un qui sait le faire, parce que ça peut être dangereux, donc faites pas n'importe quoi. Mais on peut effectivement mesurer la puissance de l'appareil et de ce fait, sachant qu'il tourne nuit et jour, et bien multiplié par le prix du kilowattheure, hein, voilà, tout simplement. Et multiplié par le nombre de jours, d'heures que tu veux, de mois, quoi, voilà, et tu te dis, bah, ça coûte tant par mois. Je sais plus, c'est quelques dizaines d'euros par mois, hein, c'est pas tout au plus, hein. Son pointe Milou, alors il y en a une qui, effectivement, est dans l'eau. Voilà, elle va chercher son bâton, et elle aime revenir. Moi qui suis plutôt team cuisine au beurre, on a envie d'être cuisine à l'huile, hein, par cette chaleur, encore que le beurre, c'est bon à toute heure. Spéciale dédicace à mes amis de Normandie. Oui, pour ceux qui l'ignoreraient, je suis originaire de Normandie, en dépit de mon nom d'origine bretonne, d'où je puise tout de même des racines profondes, bien entendu. La Bretagne, la Normandie, le nord-ouest de la France, territoire qui m'est cher, puisque bah, c'est là que j'ai grandi. Et le Val-de-Seine aussi, Rouen, et j'allais dire à nouveau Le Havre, mais bien entendu, Paris. Alors, sur cette histoire d'eau, j'entendais parler qu'effectivement, l'eau, bon an, mal an, le cycle de l'eau, entre le robinet, la station d'épuration, les cours d'eau, euh, les polluants qui vont d'amont en aval et qui finissent tel un tube digestif, hein, finalement, à l'embouchure. Je pense notamment au Havre, où j'ai grandi, et où l'eau là-bas euh, est très sale, et ça n'est pas par hasard, et on imagine de quoi elle est sale. Alors peut-être d'y avoir grandi, cela a-t-il, comment dire, renforcé mon système immunitaire, en quelque sorte, puisque j'ai eu le droit probablement à toutes sortes d'échantillons, de molécules qui ne se sont pas dégradées au fil du temps, hein, parce que, oui, bien entendu, la chimie n'est jamais une science exacte, il y a toujours des résidus, hein, c'est le problème de la micropollution, et on y revient, le problème de l'entropie. Voilà, à chaque fois je laisse un blanc derrière l'entropie, parce que c'est un mot qui finalement résume un peu tout. Alors pour ceux qui auraient raté
un wagon, j'ai envie de dire, je vais revenir très très brièvement sur cette notion importante qui résume en un mot toutes les crises, absolument toutes les crises que nous traversons aujourd'hui. Et il va falloir voir quel concurrent la vie organique, la vie biologique a désormais. Peut-être en a-t-elle eu de par le passé, en tout cas dans les livres d'histoire officiels nous l'ignorons, mais pour ce qui est du présent et du futur immédiat, ça devient une réalité qu'on nommait autrefois un point de singularité, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on a dépassé, l'élève a dépassé le maître en quelque sorte. Donc la vie biologique a de sérieuses questions à se poser. Je suis comme tout le monde, je parle avec beaucoup d'algorithmes, hein. 40% des Français s'informeraient aujourd'hui sur des sites qui génèrent leur information par des algorithmes, hein, une IA, donc il n'y a plus ce caractère que j'ai pu connaître, hein. Je parle comme un vieux dinosaure parce que oui, j'ai traversé tout de même les années 70, les années 80, 90, 2000, 2010. Là, 2020, on va vite bâcler l'affaire, hein. On est déjà en 2026. Et bah, je suis bien content d'avoir vécu les épisodes précédents. Et j'aimerais bien aborder avec vous les épisodes suivants, de sorte à tout de même, comment dire, entretenir une certaine forme d'énergie qui, selon moi, est nécessaire dans l'univers. En tout cas, je me refuse à croire que beaucoup de choses qui existent seraient simplement et purement vouées à l'extinction. Si elles existent, c'est qu'elles ont un sens, et certaines méritent d'être préservées. En tout cas, quand je m'exprime comme cela, je tiens à être clairement et du fond du cœur le plus humain possible, en tout cas tel que je l'ai appris, tel que je le ressens aujourd'hui, et même au-delà, parce que la perception du moment présent, l'expérience montre que parfois on a des sensations. Alors du passé, bien sûr, c'est facile, puisque le passé est le passé, et c'est déjà bien d'avoir mémorisé fidèlement le passé. Pas l'avoir fantasmé ou extrapolé, avoir un passé à peu près intact, une base de données, j'ai envie de dire, fiable, puisque la seule référence, à mon sens, reste la réalité, hein, réalité physique. Et l'avenir, le temps, peut-être n'est-il pas exactement ce que l'on croit, peut-être est-il un peu plus solide que cela, peut-être que tout existe, y a-t-il un déterminisme, y a-t-il des choses qui s'enchaînent, des procédures, des algorithmes qui nous environneraient au niveau de la matière. Tout est possible. Les théories de la simulation, etc. Ce qui est important, c'est notre perception partagée, bien entendu, qui permet, au-delà de toute vérification, voilà, d'être certain qu'on est bien dans une réalité qui existe, hein, parce qu'elle est validée par autrui, on appelle quand même des consensus, il y a quand même des poignées de main qui se font, après voilà, faut pas délirer, les gens sont bien des gens, même si jamais on aura le moyen de le vérifier, on peut uniquement dans sa propre tête. Mais voilà, si c'est une simulation, elle est tellement bien faite que bien on va la partager ensemble, hein, tout simplement. En attendant, c'est un univers, il est bien réel, on est tout petit, mais notre rôle, l'information que l'on porte en nous, que l'on contribue à faire vivre, cette information, eh bien, elle va perdurer, elle va voyager dans le temps et l'espace. Que deviendra-t-elle? Quel est le sens de tout cela? L'entropie, voilà, on en revient à l'entropie. Qu'est-ce donc que cela? C'est-à-dire que si on regarde
l'univers tel qu'il est connu dans le monde, il est extrêmement bien rangé finalement. Il répond à des lois de la physique. Pourquoi les galaxies sont-elles plates? Parce que voilà, elles se sont formées en tournant et par ces forces universelles hein, qui existent aussi bien sur Terre qu'aux confins de l'univers. Eh bien, ça finit par faire des disques, hein, comme les anneaux de Saturne. C'est pour ça que tous les trucs genre système solaire sont plats. N'allant pas jusqu'à la Terre est plate, ceux qui me disent que la Terre est plate peuvent le dire, il n'y a pas de problème. C'est une vision de l'esprit. Hein, je veux dire, quand je déplie un planisphère, c'est pas un tremblement de terre, c'est ma caméra qui bouge. Quand je déplie un planisphère, le planisphère est plat, donc je veux bien dire que la Terre est plate. Mais dans ma tête, elle est quand même bien sphérique et c'est plus pratique pour des tas de raisons. Et notamment cette vision donc des systèmes solaires et autres galaxies. Bref, tout cela pour dire que c'est bien rangé. Toutes les étoiles répondent aux mêmes lois de la physique, tout c'était parti de l'hydrogène, finalement composant un peu simple, hein, on peut pas faire beaucoup plus simple, un proton, un neutron, un électron, je crois, et l'hélium, bref, des choses simples. Et il faut s'imaginer, par exemple, notre planète, hein, partons sur des exemples concrets et d'actualité, puisque nous les vivons en ce moment même. Si on imagine notre planète sans que jamais aucune vie n'y soit apparue, hein, pas un plancton qui sont comme la base, voilà, pas une cellule, pas un dinosaure, pas un humain, pas un oiseau, pas un poisson, rien. Voilà, une planète qui serait restée vierge. Alors, elle ressemblerait pas à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Probablement que son atmosphère aurait une composition différente, puisque la vie a contribué à la modifier. Mais voilà, il faut s'imaginer une planète finalement. Bah, peut-être que le ciel serait bleu, il y aurait probablement des nuages, voilà, un océan et des terres bah, sans vie, donc absolument rocheuses, hein, comme si on était sur la Lune ou sur Mars, du sable probablement à certains endroits. Mais voilà, une planète, ma foi, si j'imaginais, on y arriverait dessus sur une planète toute neuve comme ça, avec une soucoupe volante. Il faut s'imaginer que voilà, le sable de la plage serait bien lisse, les rocs auraient encore leur forme géologique, alors peut-être aurait-il été au fil du temps érodé, mais tout aurait pris une forme, je dirais mécaniquement, bon, harmonieuse, voilà, un bloc, quoi, hein, un bloc. Une terre vierge, voilà, comme un cahier blanc. S'il y avait de la neige à certains endroits, elle serait immaculée, bien entendu. Hein, bref, voilà. Et puis, le simple fait d'arriver sur cette planète, donc de se poser, de faire donc des marques sur le sable, en quelque sorte, d'aller marcher dessus, d'aller respirer dessus, va commencer à faire des choses, hein, va commencer à créer un désordre. Et c'est le début de l'entropie qui augmente. Donc ce désordre, bien entendu, quand on le met à l'échelle de l'humanité aujourd'hui telle que nous la connaissons, il faut imaginer cette planète hein, qui était autrefois un peu vierge, en tout cas sauvage, avec une nature telle qu'on l'a connue autrefois, qui gérait absolument tout de la vie, hein, du pôle Nord au pôle Sud, sur Terre, et un équilibre qui s'est créé sur des millions, sur des milliards d'années. Un équilibre qui a fini même par se stabiliser ces 10 000 dernières années. Pas de météorites, un climat favorable et des primates dont nous sommes qui avons émergé, qui avons fait émerger un phénomène qu'on a appelé l'intelligence humaine, qui nous a mené à créer ces fusées qui vont dans l'espace. Et ce que, bien entendu, a priori, aucune autre créature biologique vivante n'avait réalisé jusque-là. Alors peut-être la vie peut-elle avoir d'autres supports que le biologique, peut-être n'est-ce qu'une étape, un passage un peu long, hein, s'il doit durer 2 ou 3 milliards d'années,
Mais voilà, en tout cas, peut-être sommes-nous les premiers aussi, tout simplement, à avoir émergé de la matière qui, dans les hypothèses les plus naïves, pense que voilà, elle est neutre, elle serait neutre, elle ne contient en elle-même, elle ne contiendrait en elle-même aucune information. Mais qui sommes-nous pour réellement le savoir quand on sait que chaque fois que nous avançons dans nos découvertes, nous avançons dans autant de questions et que plus on avance, plus ça devient assez insoluble pour les perceptions qui sont à notre disposition. C'est un peu, voilà, c'est le problème de la fourmi qui voudrait comprendre le fonctionnement d'un, je sais pas, d'un four à micro-ondes, par exemple, ou la tortue qui voit une route se construire. Hein, voilà, l'animal, bon, ok, il y a une route, mais il peut pas comprendre le sens, peut pas se projeter dans l'esprit d'un être humain qui trouve qu'une route est très pratique pour aller d'un point A à un point B, surtout quand on utilise un véhicule, hein, concept. Comme je dis toujours, la roue, par exemple, la roue n'existe pas dans la nature, il n'y a pas de roue. Hein, il n'y a pas de roue, il y a des leviers, mais il n'y a pas de roue, puisque la roue est un levier infini en quelque sorte. Hein, c'est un levier perpétuel à un concurrent, hein, parce que toutes les formes de vie sont intelligentes. Hein. Nous, on a cette notion d'intelligence finalement qu'on peut réduire au langage. C'est flippant. Hein. ChatGPT, l'intelligence de ChatGPT, elle a émergé d'un phénomène de façon inattendue. On s'attendait pas à ce que finalement notre intelligence provienne simplement de cela, le calcul statistique de quel est le mot qui doit suivre un autre mot en fonction de la situation. Et bon, voilà, mon exemple était un peu cru sur les odeurs tout à l'heure, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Bien sûr, l'information visuelle, les perceptions, comment dire, sensorielles, le toucher, ou d'autres choses, évidemment. Enfin, tout ce... Et ne l'oublions pas aussi, comme nous ne sommes pas seuls dans nos organismes, il y a plein de bactéries hein, qui nous habitent, et entrent elles aussi en résonance avec l'environnement, et que donc chacun d'entre nous n'étant pas nécessairement configuré avec les mêmes comment on appelle ça, hein, pas biotope, mais enfin, voilà, les mêmes compagnons, on va dire, eh bien voilà, les résonances ne sont pas toujours les mêmes. C'est toujours et encore un assemblage finalement d'algorithmes hein, qui répondent en fonction d'un environnement chimique, mais quand on voit la situation actuelle, alors qui est alarmante, bien entendu, d'un côté changement climatique, hein, pas la peine de décrire ce qui est déjà 1000 fois décrit, mais bon voilà, la sonnette d'alarme est plus que tirée, l'alarme retentit, hein, on l'entend bien. N'en déplaise aux climato-sceptiques, cette dérive, voilà, on peut pas, comment dire, ne pas l'avoir. Hein, voilà, quand on est sérieux, ne pas l'avoir, c'est une stratégie euh, que j'ai toujours pas compris. Je sais que bon, ça aussi on pourra en parler, que il y a des individus qui ont le calcul inverse, hein, qui justement vont provoquer le mensonge pour en tirer un bénéfice. Faut savoir résister, savoir être étanche à cela, parce que surtout en ces temps où l'image ne prouve plus rien, et il faut comment dire, être extrêmement affûté hein, sur la sélection des informations et des tiers de confiance que l'on choisit. Non capisco più niente, non vedo più la gente e non fa niente. Je suis en train d'émettre depuis Saint-Barth, le petit SBH, c'est ça que ça veut dire. Saint-Barth, donc quelque part je suis en France, mais très très à l'ouest, hein, à 8000 km de vous, pour la plupart. Et j'avais choisi cette destination, les Antilles, le hasard de la vie a fait que depuis quelques années que je me suis relocalisé ici, eh bien
je suis tout à fait adapté au climat et ça y est, les envies de voyager me reprennent. Mais pendant toutes ces années, je n'en avais pas réellement éprouvé le besoin, même si, voilà, ça peut redevenir d'actualité. Nous ne subissons pas la canicule, on a ce climat tropical qui fait que euh, quand je me suis installé dans la région, j'avais compris qu'on souffrirait paradoxalement moins sous les tropiques que, comme on le constate actuellement en Europe, hein, qui dépasse de très loin toutes les prévisions hein, qu'on avait sur le sujet. Alors, disons que c'était prévu. Hein, alors on parle de signes noirs, on dit voilà, oui bon, mais c'était modélisé. Enfin voilà, ce qui est surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Et tout cela, évidemment, ne présage rien de bon augure. Bon. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que j'allume Twitter et sur quoi tombe eh bien, cette situation qu'il est difficile d'ignorer. Et comment l'appréhender, hein, si ce n'est pas en migrant vers des mondes meilleurs, encore faut-il qu'ils nous acceptent. Hein. C'est pas facile, évident, de migrer, encore moins quand on migre en quantité, on en sait quelque chose. Et on en est là un peu, hein, parce que la machine telle qu'elle se présente, cette affaire de sèche-cheveux, de pompe à chaleur, comme on l'appelle parfois, de cyclones, d'anticyclones, de mouvements de masse d'air, bon, tout ça, ce sont des phénomènes qu'il était peut-être difficile de prévoir qu'ils allaient se mettre en place, des espèces de mécaniques. Alors peut-être que les algorithmes aujourd'hui nous aideront davantage à comprendre cette situation, à l'anticiper et surtout à retrouver un peu d'optimisme dans tout cela, parce que si on peut le pire, on peut peut-être le meilleur. Alors tout influence tout, on parle de choses et d'autres, on est dans un plein bazar médiatique également, il est très difficile d'y voir clair ailleurs qu'à sa fenêtre, en tout cas je vous le souhaite, hein, c'est pas possible partout. On parle beaucoup de la chaleur, mais on parle relativement peu de la qualité de l'air en termes de particules, et c'est une horreur. Hein. On parle de l'eau, bien sûr, polluée, le cycle de l'eau qui va de Paris à Rouen, au Havre, dans la mer qui finit, tous les ruisseaux finissent à la mer, donc tous les composants arrivent là, et voilà, c'est une réalité aujourd'hui, ça se sature. Donc on arrive à des points de bascule imprévisibles, et on est en droit de se poser des questions, pas seulement être spectateur, mais peut-être aussi acteur, pas seulement de sa propre survie, mais aussi de ceux qui nous sont chers, parce que la situation est tendue. Voilà, donc bien entendu, je fais partie de ceux qui souhaitent que la situation se détende, et un peu comme c'était la question du bac philo, auquel mon bachelier a dû répondre, la discussion évite-t-elle la violence? La réponse est évidemment oui, donc discutons, parce qu'il va falloir faire face. Hein, j'aime à dire souvent que je suis un peu le fils spirituel de Jean-Marc Jancovici. J'apprécie beaucoup son discours. D'ingénieur, il est factuel, il appréhende les choses sous un aspect réel. Et bon, dans ce monde fini, comme il l'appelle, l'expression est choquante, le monde fini, hein, la fin du monde, moi je la voyais comme la fin du monde, hein, c'est le truc qui explose. Non, là on est sur la fin du monde, un peu comme un train qui serait arrivé au bout de sa voie, quoi, voilà, avec le panneau stop, et cul-de-sac, terminé. On s'arrête, tout le monde descend. Alors, bien entendu, la vie était là depuis longtemps avant nous, il est certain qu'elle va survivre à tout cela. Hein. Atténuation et adaptation. Alors atténuation, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Le seul moyen d'atténuer la pollution qu'engendre la vie, c'est d'atténuer la vie. Donc c'est bien ce qui se passe, les espèces s'éteignent,
l'espérance de vie est probablement pas en train d'avancer, hein. Une vie humaine ne vaut plus très cher de nos jours, elle valait déjà pas très cher, mais elle a fortement dévalué, notamment depuis l'arrivée des algorithmes qui rendent beaucoup d'humanité, finalement, il y a tout un château qui s'est, j'allais dire un château de cartes, mais c'est pas vraiment un château de cartes, c'est toute une construction mentale, culturelle, humaine, qui s'effondre, hein, civilisationnelle même, qui est transférée en quelque sorte dans les algorithmes. Ce ne sont plus nos descendants qui vont penser, ce ne sont plus nos descendants qui vont faire des découvertes, ce seront bel et bien des algorithmes. Et il y a fort à parier que ce sera pas nos descendants qui manipuleront les algorithmes, mais c'est là que c'est effrayant, c'est probablement l'inverse qui va se produire. Alors, si on prend l'exemple chinois, quand on leur demande vous êtes filmés, ils sont contents d'être filmés, ils sont contents de faire partie d'un système qui va prendre soin d'eux, qui va leur donner une espèce de guidage, de guidance comme cela dans la vie, une guidance artificielle, quelque chose qui choquera bien entendu les plus humains d'entre nous, mais on le voit, hélas, la vie va devoir s'adapter à ce monde très étrange qui se prépare. Alors après, à quoi sert-il, où va-t-il, ira-t-il quelque part? Chacun est libre, bien entendu, de son interprétation. J'ai mon avis sur la question, ça m'intéressera aussi d'en discuter un jour avec vous. Faut être un peu prêt à voir grand et loin, très loin même. Ce sont des échelles qui nous dépassent, hein. Je rappelle que on est vraiment de la poussière, c'est étonnant. Mais cette poussière a son utilité, hein, fait partie de la grande grille, voilà, qui est peut-être pas si grande que cela finalement, mais en tout cas à travers ce qu'on en perçoit de notre expérience du monde, c'est ça qui est vertigineux, hein, c'est que plus on avance à l'image de ces télescopes spatiaux, plus on avance dans l'univers, dans l'espace-temps en quelque sorte, plus on ouvre de questions. Voilà, alors prenons tout cela avec légèreté. La Tour Eiffel avance à 16h sa fermeture ce week-end, en raison des fortes températures. Elle se dilate la Tour Eiffel, elle doit être plus grande, non? Dans les étages, il aurait fait très très chaud à 16h de la journée, dans les ascenseurs également. On voit des trucs, hein, on voit vraiment des images qui moi me laissent sans voix. Alors d'abord, on ne sait jamais si ce sont des images réelles ou truquées. Ça va faire monter l'audimat. La revue de tweet. À tout de suite, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien, c'est on y va comme ça, de but en blanc. J'ai même pas de point de contrôle là-bas. Alors j'ai des chiens qui veulent sortir évidemment, mais je ne veux pas les surveiller pendant la revue de tweet. Alors vous le savez, le principe il est d'enregistrer aujourd'hui et puis de monter, voilà. Donc j'ai pas de retour, donc on va le faire comme ça, brut de pomme. Bonjour, je me présente, Baptiste Dominique Cadieu, donc je fais une petite revue de tweets depuis des années. J'aime Twitter, aujourd'hui ça s'appelle X, mais ça restera toujours Twitter dans mon cœur. Je ne suis pas vérifié, mais c'est bien moi, voilà. Donc on se regarde les derniers tweets qui sont porteurs parfois de bonnes nouvelles, comme celui d'un calme absolument plat. Voilà, j'ai regardé ce matin, c'est le même message depuis quelques temps déjà, je ne sais pas quand, mais en tout cas voilà, c'est très très calme. Côté cyclone, pas de cyclone. Voilà, bon, on nous fiche la paix de ce côté-là. Les problèmes sont ailleurs probablement. Cette chaleur incroyable, avec parfois des 50 degrés. Hein. On touche le 50 près de Toulouse, quoi. J'ai des souvenirs, moi, d'avoir déjà tâté du 50 à Paris, même si je me souviens bien. Je me souviens plus exactement quelle année, mais vers les 2018, 9. Une journée, il avait fait très chaud, je me souviens, et j'avais
vu cette température au cadran de ma voiture, sur les bords de la Seine, bon, sous un soleil écrasant, mais là, à 2 mètres du sol, sous abri, soi-disant à l'ombre évidemment, hein, on fait les relevés de température à l'ombre, pas en plein cagnard, atteindre les 50 degrés, c'est phénoménal. Je me souviens avoir atteint ça, je crois que c'était au Kenya, hein, au Kenya. J'avais voulu faire le fier, hein, et sortir du bus climatisé. C'est violent, hein. Ouh, c'est violent. Oh, c'est très très violent, je me souviens, hein. On n'est pas prêt pour ça. Alors, bon, ça dure un temps quand on est touriste, on remonte dans le bus climatisé et tout va bien, hein. Maintenant, voilà, je souhaite à chacun de trouver son petit brin de fraîcheur et de respiration. Mais c'est tout à fait affolant, d'autant plus qu'on sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ça fait assez longtemps qu'on le crie. On va dans un seul sens. Bon, je veux pas faire le discours de Jean-Marc Jancovici que je cite déjà bien assez, alors que j'ai dit qu'on allait essayer de rester gay, voilà, sur le Titanic qui coule, j'ai envie d'être l'orchestre, voyez-vous. Ou tout du moins, voilà, sur le pont, hein, à tenir la barre ou à être utile pour quoi que ce soit qui puisse nous permettre de conserver, voilà, cet espoir, cette raison que, oui, bien sûr, il y a toujours une solution. Maintenant, l'humanité nous prouve parfois qu'elle prend des chemins dont a posteriori on se rend compte qu'ils sont bien absurdes, qu'ils ne nourrissent pas l'objectif de tout à chacun. Alors quel est l'objectif? Dans quel sens allons-nous? Là, c'est définitivement une perception très personnelle, très culturelle, très contextuelle et très changeante ces temps-ci. À quoi s'accroche-t-on quand tout fout le camp dans tous les sens, qu'on se retrouve dans un chaos, hein, un désordre qui est l'ordre finalement des fantômes. Bon, voilà, moi je suis du côté des humains, hein, on reste, comment dire, une espèce à protéger si on n'est pas déjà protégé. Comme toutes les autres espèces, j'ai envie de dire, ne faisons pas, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, pensons pas qu'aux êtres humains, on fait partie d'un grand tout. Quand je dis ça, je pense à la vie en général, parce que voilà, tout vit ensemble. Et ce qui est effrayant justement, c'est de voir des parts de ce système s'effondrer. Il y aura peut-être encore des centrales nucléaires qui tourneront, mais si il n'y a plus de plancton, que devient-on? On ne comprend pas, hein, ce qui est sur le point de se déclencher, toutes ces équilibres qui bien sûr sont, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la vie, elle est là depuis longtemps, elle va continuer. Sous quelle forme, j'allais dire, oui, mais c'est ça, personne ne le sait réellement. Parce que ce que l'on constate aussi, c'est que les changements, quels qu'ils soient, sont de plus en plus rapides. On est sur des exponentiels. Donc la vitesse ne se contrôle plus réellement. Les prévisions, les modèles, tout ça, on voit bien, les plus statistiques, les plus raisonnables possibles, commencent, je dirais vulgairement, à sortir du slip. Hein. On est, voilà, on a cassé l'élastique même là. Ça sort, ça change d'orbite, hein, voilà. On est à différents niveaux d'énergie. Donc on parlait beaucoup de l'entropie. L'entropie, cette notion, pour rester extrêmement vulgaire, d'ordre et de désordre, de chaos contre l'ordre. Alors qu'est-ce que la vie? La vie, c'est tout simplement la bataille de l'ordre contre le désordre, hein, mais très paradoxalement, pour conserver son ordre, elle doit autour d'elle créer du désordre. Donc, en quelque sorte, manger l'ordre qu'elle trouve autour d'elle. Je m'explique. Si on reprend cette image, ce sera peut-être recollé au montage de la planète Terre, qui n'aurait jamais connu la vie aujourd'hui. Elle serait totalement vierge. Les premières bactéries, plancton ne se seraient tout simplement pas développées. Voilà. Et un visiteur qui arriverait ici sur
notre belle planète, la découvrirait telle qu'elle serait si la vie n'était pas apparue. Pas de végétation, pas d'oiseaux, pas de poissons, pas d'hommes, pas de forêt. Voilà. Que des cailloux. Hein, si on considère que la Terre elle-même, notre grande mère Gaïa, n'est pas vivante, que du roc, que du sable sur les plages probablement. L'érosion aurait fait son travail, des monts et des veaux, mais personne, rien. Alors on s'imagine, voilà, ce sable tout propre. Et dès l'instant où la vie apparaît, la vie qui est ordonnée, parce que quand on regarde un individu, quel qu'il soit, quelle que soit son espèce, hein, vivante, et soit-il un végétal, un animal, mais voilà, il est bien vivant, il est biologique, il tire son énergie, voilà, de son environnement sur la base de réactions chimiques, et pour ce faire, voilà, il va se nourrir et relâcher dans l'environnement des résidus, des excréments. Donc, de quelque chose qui était organisé, il crée en quelque sorte une espèce de dégradation de l'ordre. Voilà, la plage n'est plus immaculée, il y a désormais des traces de pas, peut-être a-t-il tout de même, par mesure d'hygiène, voilà, procédé à la creuser pour voilà, que ça reste propre. Très bien, mais l'entropie augmente. Et le principe fondamental de la thermodynamique, c'est que l'entropie ne peut pas diminuer. C'est exactement comme une boîte de Lego toute neuve, elle serait à un niveau d'entropie minimum, et puis au fur et à mesure qu'on mélange les pièces, qu'on déchire le mode d'emploi, et que on va créer des modèles chaotiques qui échappent à toute règle, voilà, mais juste parce que c'est rigolo et hasardeux, à ce moment-là, on arrive à une espèce de niveau d'entropie un peu maximum, et c'est très difficile de revenir en arrière, de recoller les morceaux du mode d'emploi, de récupérer toutes les pièces dans le bon ordre, ou de recoller les autocollants s'ils ont été autocollés. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas en arrière. Et dans la thermodynamique, c'est ça, quand on a un moteur qui tourne, on a d'un côté une énergie potentielle positive, de l'autre côté une énergie potentielle négative. On pourrait prendre l'image d'une baignoire remplie d'un côté avec de l'eau chaude, et à droite, on imagine une frontière qui n'existe pas, mais que de l'eau froide. Alors naturellement, ces eaux vont se mélanger, c'est exactement ce qui va se produire. La loi de la thermodynamique nous dit que l'énergie ne sera pas perdue, et c'est vrai. Mais pour faire tourner le moteur, on a besoin d'une différence entre l'eau chaude et l'eau froide. On va exploiter cette différence pour faire circuler quelque chose, y mettre une turbine, faire tourner quelque chose. Prendre cette énergie potentielle. Mais avec ou sans moteur, et in fine, toute cette eau sera devenue tiède. Donc on aura dans le système fermé exactement la même quantité d'énergie. C'est bien pour ça que je dis que c'est pas tout à fait un problème d'énergie. L'énergie, on en a, on en a dans le ciel, dans l'atmosphère, dans les océans. Le problème, c'est que c'est de l'énergie qui est sous forme de chaleur. C'est la dernière forme que l'énergie prenne avant qu'elle ne nous soit totalement inutile, parce que avec la chaleur, on ne fait rien. On fait quelque chose avec la différence de chaleur, oui. Mais la chaleur, par elle-même, c'est une forme résiduelle d'énergie. Et là, on touche, voilà, à des niveaux d'entropie qui sont maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de retour en arrière. On ne pourra pas refaire une baignoire avec de l'eau chaude d'un côté et de l'eau froide de l'autre, sans y mettre justement, sans y rapporter de l'énergie pour rétablir l'entropie qui a disparu. Voilà, le monde tend à aller, voilà, c'est vers ces points milieu. Alors oui, voilà, en fait, on a c'est un peu comme si la planète était une espèce de grosse boîte de Lego, et qu'on a bien tout démonté, bien tout mélangé. Et ça devient de plus en plus difficile, voilà, on prend de plus en plus de temps à recoller les pièces, à les réordonner, à lutter contre ce chaos qui s'est installé, et bien souvent, oui, par incompétence. L'être humain apprend beaucoup de ses erreurs, il fait beaucoup d'erreurs avant de trouver une solution. Et ça, c'est historique, c'est comme ça. On sera encore peut-être dans des grottes si on n'avait pas appris par l'erreur. Donc, je ne critique pas la méthode, c'est un fait, c'est tout. Et ces erreurs, nous mènent jusqu'en 2026. On est encore, Dieu merci, vivant, donc formidable.
Maintenant, on n'est pas forcément vivant dans les conditions qu'on imaginait ou qu'on espérait, mais tout cela était peut-être, comme dit la chanson, juste une illusion. En attendant, le futur, il nous appartient, et il appartient à chacun, voilà, d'intégrer la conscience de ce futur en partant de son propre présent, de son ressenti, et d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est maintenant, c'est sérieux, il faut le faire de façon humaine, parce que de l'autre côté, ce qui se présente effectivement, ce sont les algorithmes qui sont redoutables, hein, ils ont une efficacité extraordinaire, ça marche pour un grand nombre de personnes qui vont prendre cela pour argent comptant et qui vivent déjà dans des cercles mentaux, des paradis artificiels, comme on dit. Alors là encore, je me prononce ni pour ni contre, c'est comme ça, c'est un fait. Mais on peut pas y rester insensible, on peut pas voir que justement, peut-être ce monde qui faisait un peu partie, je dirais peut-être de l'ombre par opposition à un monde de la lumière qui aurait fait avancer les choses, ça permet à ce monde de l'ombre de se matérialiser de façon extrêmement efficace. Et donc d'aller au bout d'idées où j'ai envie de dire les bras m'en tombent, hein, auxquels on se serait tous bien abstenus de penser, parce que nos pensées humaines, j'imagine, à tout à chacun, sont de peut-être de vivre paisiblement avec ses pairs, hein, voilà. Après, on n'aime pas tout le monde, on a des histoires, mais chacun, j'imagine, à part ceux qui aiment bien le chaos, tu sais, qui aiment bien rajouter des histoires, voilà, bon, cela, c'est encore autre chose. Encore. Mais voilà, moi j'aspire à la paix, tu vois, je veux dire, à aucun moment, enfin voilà, je vois toutes ces histoires de violence, et quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit dans un fait divers, bien entendu, que ça me désole. Hein, il y a déjà... Enfin bon, ce qui me désole aussi, ce sont les processus qui permettent d'arriver à ce genre de situation, et tout ce pourquoi on milite à l'échelle d'une vie, pour favoriser une certaine éducation qui, mon Dieu, n'a peut-être jamais existé réellement. On sait bien, tout ça, ce sont des histoires, les histoires changent, s'adaptent, évoluent. Donc oui, le plus difficile, c'est ça, c'est de rester lucide, léger, de s'accrocher à ce qui nous fait du bien, en dépit de tout. Et si, voilà, moi j'ai changé mes horaires, par exemple, je préfère travailler la nuit, mais la nuit du matin, hein, pas la nuit du soir. La nuit du soir, elle est fatigante. La nuit du matin, c'est un coup à prendre. Tu te couches tôt, tu te lèves tôt. Tu te couches très tôt, tu te lèves très tôt. Comme un boulanger, comme beaucoup d'autres métiers qui travaillent la nuit. Je travaille à l'heure de Paris, ça m'avance. Là, je pense à vous, en fait, sur le continent, tu vois, j'ai pas... quelques années que je suis pas passé chez vous, chez moi, quoi. Bon, mais en même temps, quand je vois les températures, je me dis, je suis bien, là, avec moi, j'ai pas de thermomètre, mais bon. Je sais pas combien j'ai. Bon, ouais, je te dis, j'ai 30, hein, 30 plus, moins quelque chose. Peut-être plus, là, parce que je fais l'arrière du camion. Peut-être maximum 32, quoi, voilà. Je transpire légèrement, mais je suis habitué. Je bois de l'eau. Ou du coca. Donc ouais, de la chaleur, des 50 degrés, ça effraie, hein, c'est vraiment effrayant. Et vous m'en direz des nouvelles, mais j'ai entendu dire que c'était pas parti pour vous laisser tranquille dans les prochaines semaines, hein. On reparle ça va arriver par vagues, ça s'en va et ça revient, comme dit la chanson, et sans jeu de mots. Alors après, je sais pas si vous avez des moustiques aussi, les moustiques, ce fléau, hein, extrêmement pénible. Alors nous, on a de la chance, ce sont juste des moustiques absolument inutiles, ils sont minuscules, ils servent à rien, et ils sont juste là pour nous piquer. On les voit à peine, après à la raquette, tu sais, tu fais clac, t'as des étincelles, mais le machin est gros comme et voilà, c'est vraiment petit. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai jamais été encore malade de Zika ou de ces choses-là, mais ça peut véhiculer, hein, c'est pas
C'est pas terrible. Alors, bon, je dis pas qu'on est infesté, mais bon, il y en a, ça arrive par vague, hein, ça dépend de l'humidité, du temps. J'arrive un peu sans surprendre. Mais c'est un vrai fléau, quoi. Oh. Alors là, je vois ça, le torgnole là qui tourne en vidéo. Ça m'a éclaté. C'est un drone qui tue les moustiques. Alors ça, voilà. Je suis 100% pour. Voilà, un drone qui tue des moustiques. Ça, je vais essayer. Je me suis installé même une lampe derrière. Je sais pas si c'est utile à quelque chose, mais voilà. Peut-être pas orienté dans le bon sens, mais ça me permettra de voir si ça fait quelque chose. Torgnole, rien que le nom déjà. Donc oui, les Français qui s'informent, hein, sur les sites générés par IA. Bon, bientôt c'est peut-être déjà même le cas. On n'est pas loin, on n'est pas loin des 100%. On s'approche. Hein. Moi, je m'informe principalement finalement par X, hein, Twitter, parce qu'on me raconte aussi, parce que y a nécessairement dans mon entourage des gens qui vont me dire t'as pas vu ce qui s'est passé. Alors après, malheureusement, je rentre pas dans le détail parce que à chaque fois c'est des choses pas très sympas, et puis on finit de toute façon par les réseaux sociaux à croiser, hein, ce genre d'actualité. Donc j'en demande pas tant. J'essaie de rester concentré sur mon actualité locale, la plus locale possible. Voilà, qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mes chiens, qu'est-ce que je fais de mes voisins, voilà, de quel bois va-t-on se chauffer dans les années qui viennent, et quelles que soient les directions, les politiques, les circonstances, il va falloir avancer, vivre et survivre, et bien vivre. Voilà, je l'ai toujours dit, dans un esprit d'optimisme, parce que des solutions existeront encore pour un moment, heureusement. Mais ça peut nécessiter, voilà, quelques prises de conscience. Alors bon, moi je suis pas inquiet en ce qui me concerne pour la région où j'habite, là, dans les années qui viennent, même si effectivement toute situation peut évoluer. On a, contre toute attente, un climat un peu instable, hein, ces temps-ci, c'est vrai, ça s'est considérablement détérioré depuis les 4 ans où je suis présent. Année après année, on dit tiens, c'est pire que l'année d'après. Je me souviens d'une première année absolument incroyable, hein. Le ciel était bleu tout le temps, la température idéale. J'étais même convaincu, tu vois, que le mauvais temps n'existait pas dans ce coin du monde. Et puis progressivement sont arrivées les mauvaises saisons. Bon, on n'a jamais vraiment rien eu de traumatisant, mais bon, voilà, des grosses pluies, des gros coups de vent, ce qui est absolument normal. On a eu de la chance aussi, hein. D'autres en ont eu moins, mais ça... Voilà, ça s'est bien passé globalement. Mais globalement, le temps devient nuageux. Je sais, je viens du Havre, donc je connais le temps nuageux. Je sais ce temps qui rend la mer, même le plus beau des océans, un peu plus gris. Hein, voilà, on va pas se mentir, hein, entre un ciel bleu qui te fait une mer azur et un ciel gris qui te rend la mer un peu plus jaune, un peu plus grise. Voilà, les problèmes de ce monde, et puis les sargasses que tu rajoutes là-dedans, qui sont pas non plus, je dirais, une catastrophe en soi, dans la mesure où c'est quand même géré, c'est quand même ramassé, donc on évite le pire, on évite les odeurs, les décompositions, le danger, mais bon, il y a une logistique derrière, ça a un coût. Et c'est là, le message est là, le message de la nature est là, il nous renvoie à la figure, notre part d'entropie, ces algues-là, c'est du désordre, tu vois, par rapport à une baleine, qui est un bel organisme bien organisé, qui malheureusement, parfois perd la boussole, hein, circonstances étranges. Les sargasses, c'est pas très noble, on va dire. Voilà. Alors, la France n'est plus qu'une tranche de pain restée trop longtemps dans le toaster. Ouais, je crois que on restera sur cette conclusion de notre ami Freud is Alive. Ça fait longtemps que je le suis, lui. Ouais. Toujours un peu cynique, et c'est très bien, je l'encourage. Alors j'ai un deuxième compte aussi, si ça vous intéresse, qui sera probablement plus dédié à la partie live, et c'est Mangrove SBH. Voilà, il existe, il est là. Et voilà, il dit par exemple qu'on était en live, et il montre
les atterrissages à Saint-Barth. Sur ce, les copains, je conclue cette revue de tweets. Et... Sur la plage de Grand Case, nous sommes au bord de la mer des Caraïbes. Et j'avais envie aujourd'hui justement de vous parler de l'élévation de la température des mers, des océans, à la surface en tout cas. C'est ce qui nous intéresse parce que à la surface des océans, c'est là que les ouragans prennent toute leur puissance. Alors aujourd'hui, on a un record historique de la température moyenne des océans. Et quand je dis historique, c'est que c'est vraiment au-dessus de toutes les courbes qu'on a eues jusque-là. On a eu des phénomènes de réchauffement déjà de par le passé, on a connu les El Niño. Mais là, au mois de juillet, on se retrouve avec des 30 degrés, 31, jusqu'à 32 degrés dans le golfe du Mexique. Autant vous dire que si un ouragan passe par là, il va se gorger d'énergie. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la physique, les copains. Donc, ça fait une vingtaine d'années environ que j'observe les courbes de température, les prévisions, toutes plus alarmistes les unes que les autres. Et peut-être un peu de vent, là, on va retourner à l'abri du vent, les gars. Donc oui, c'est un phénomène à prendre tout à fait au sérieux. D'abord parce qu'il marque un emballement sans précédent. Et ça me donne vraiment l'impression, vous savez, d'une catastrophe annoncée depuis 20 ans. Vous savez. Et là, le prochain risque qui nous prend au bout du nez, naturellement, c'est bon avec toute cette élévation. Et ça ne redescendra pas. La température ne redescendra jamais. Tout ce qu'on a là, c'est du progrès. Ça ne peut que monter. Alors, quand on parle des ouragans, c'est pour chercher à s'en préserver. Donc, restez prêts, comme on dit. Parce qu'il en suffit d'un. Ça, c'est un conseil sérieux. Ensuite, les écosystèmes, naturellement, ils vont en prendre un, tout ça, c'est pas nouveau. Alors, quelles sont les prévisions du futur? On ne peut pas en avoir. Les experts sont perdus déjà depuis un moment. Les experts du climat, de base, c'est assez facile, la science, on fait des expériences et on reproduit. Et normalement, ça se passe comme on attend. Là, on est sur un phénomène qui, naturellement, n'a jamais été connu de par le passé. Alors, il faut se rendre compte que le climat, ça fait 10 000 ans sur Terre qu'il est paisible. Il n'a pas trop changé. Oui, il y a déjà eu des canicules, oui, il y a déjà eu des ères glaciales, pour ne pas dire glaciaires. Parce que l'ère glaciaire, c'était justement il y a 10 000 ans. Voilà, on pouvait marcher de Paris à Londres sur une espèce de banquise. La Manche n'existait pas, c'était un grand bras de glace. Et ça n'est qu'il y a 10 000 ans qu'on est sorti justement de cette ère glaciaire et que nous avons pu jouir sur la Terre d'un climat tout à fait sympathique, on peut le dire. Tellement sympathique que on a bâti nos villes, on a bâti nos routes, on a occupé l'espace, on a créé des cultures, civilisations. Parce qu'on a pu se poser là, on a pu se dire tiens ici ça me plaît, voilà. Il semblerait que le futur, ça finalement c'est probablement un message aux jeunes qui éventuellement me regarderaient, eh bien, ce qui risque de changer, c'est que là où vous êtes aujourd'hui, peut-être demain faudra-t-il bouger. Alors, où, je ne sais pas, dans quelles conditions, je ne sais pas non plus, probablement vers le nord, parce que quand on regarde la vague de froid qui s'abat actuellement sur l'Australie, on voit bien qu'il ne fait pas chaud partout, au même endroit, au même moment sur le globe, mais ça veut encore rien dire, parce qu'on a affaire à des phénomènes qui sont d'une complexité dépassant notre capacité à prévoir, même en utilisant les meilleurs algorithmes. Ça veut dire que nul ne peut prédire l'avenir, ça c'est une certitude. Donc peu importe les opinions, peu importe les prédictions du futur, les faits comptent. Aujourd'hui nous affrontons
vision particulièrement chaude. Comment se refroidira-t-elle moi, j'en sais rien, je suis pas spécialiste des courants marins, des échanges entre la surface et le dessous. Là encore, c'est compliqué, c'est pas facile à dire. Il va falloir suivre l'évolution, espérer qu'il s'agisse d'un épiphénomène. On sait aussi que le Soleil va redémarrer un nouveau cycle. Donc les rayonnements du Soleil vont nous parvenir un peu moins intenses qu'ils n'étaient ces dernières années, mais après, bon, bah, ça remonte, hein, c'est des cycles. Donc oui, il y a des cycles qui existent, mais il y a des anomalies qui existent au-delà des cycles. Hein. Je vous invite à regarder sur mon Twitter les 2 derniers tweets font état justement de cette situation alarmante, tant en représentation de surface, hein, on voit bien que toute la mer des Caraïbes est très très chaude. 30 degrés, 31, on tape dans les maximums. On est bien au-dessus, enfin voilà, on est bien au-dessus des moyennes, ce qui peut arriver, hein, c'est le principe d'une moyenne, mais on est au taquet et ça c'est un mauvais indicateur pour la saison des ouragans. C'est un mauvais indicateur tout court, je vous l'accorde. Mais voilà, donc on va essayer de prendre l'habitude de faire une petite vidéo matinale comme ça nous changera de la revue de tweet. Twitter c'est très très bien, ça n'y a aucun souci, hein, comme dirait Elon Musk, Twitter a beaucoup de défauts mais au moins il n'a pas celui de l'ennui, on ne s'y ennuie pas. Ensuite, il n'y a pas que Twitter dans la vie, il y a aussi les réseaux de discussion, on utilise Twitter Space bien sûr, mais je leur préfère Clubhouse, on peut se retrouver tous les soirs à 21h de Paris en français. Alors l'idée c'est pas de se saper le moral, je le répète, hein, l'idée c'est bien de se préparer à l'avenir. Un avenir où beaucoup de choses risquent de se bousculer. Sur cette chaîne, on avait fait le calcul cette année de la possible montée des eaux, qui était un phénomène auquel je ne croyais pas. Pour être très clair, je n'y croyais pas, c'est comme ça. Alors j'ai fait le calcul moi-même, j'ai pris tout simplement la masse des glaces disponibles sur Terre, hein, c'est les renseignements qui sont disponibles sur Wikipédia. Je divisais ce volume de glace disponible par la surface des océans, ce qui nous donne une hauteur. Et bah, tenez-vous bien, cette hauteur elle est de 50 mètres, ce qui est gigantesque. 50 mètres, ça fait qu'il faudrait qu'on aille vivre dans la montagne, là, ce qui reste en haut. Là. Alors bien sûr, ça ne va pas monter de 50 mètres d'un coup. Vous avez compris le principe, la glace fond et l'eau monte. Alors bon, ça aussi ce serait une mauvaise... Alors bon, ça c'est pas nouveau, ça aurait été perçu comme étant la mauvaise nouvelle, parce que naturellement, tant que ça ne fond pas, ça ne fond pas. Mais le jour où ça commence à fondre, vous m'avez compris, personne ne peut vous dire à quelle vitesse ça va fondre, hein, ça c'est le coup du glaçon. Hein. Des fois le glaçon il garde la pression dans le frais pendant longtemps, et puis des fois il fond tout de suite. Ça dépend juste de l'environnement. Et là, comme on est dans un environnement où les choses visiblement s'emballent, vous savez, il y a ces principes de rétroaction positive, naturellement, plus il fait chaud, plus on va mettre la clim, plus on crée de l'entropie. Le réchauffement planétaire, c'est pas tant un... Voilà, si on veut résoudre les deux équations du réchauffement et de l'énergie, on peut parler d'un seul mot, c'est l'entropie, tout simplement. On est arrivé sur une planète à faible entropie, et puis la vie dont nous sommes les représentants, avec les animaux bien sûr, mais la vie, elle, son but dans l'univers, aussi loin qu'on ait compris, c'est bien d'augmenter l'entropie, et ben bravo. La race humaine a réussi à augmenter l'entropie sur cette planète de façon spectaculaire grâce à l'ère industrielle. Alors bon, moi je ne juge pas si c'est bien ou pas bien. Naturellement, j'ai grandi dans un univers où, bon, comme disait la chanson « Il faut que tu respires », j'étais dans un univers où, ma foi, on pouvait encore aller courir dans les champs, en fleurs, au printemps. Bah, il faut espérer que dans quelques temps, il y ait encore des champs, hein, là où je courais jadis, en Europe.
Ah oui, en Europe, parce que l'Europe est un endroit, là aussi, qui mérite toute notre attention, particulièrement le bassin méditerranéen, donc le Maghreb, bien sûr, hein, qui souffre déjà de la chaleur, alors avec beaucoup de résistance et de dignité, bien sûr. Oui, la chaleur, on y est habitué, c'est, bon, voilà, les Touaregs, tout ça, évidemment, on vous félicite, bravo les amis. J'ai même posé la question à certains, est-ce que ce phénomène est anormal? Alors bien sûr, eux, dans leur perception, ils vont vous dire que non, non, c'est tout à fait normal. En été, on a chaud. Mais au-delà des impressions, il y a les chiffres. Parce que là, ça, on ne peut pas le contester. Hein, on peut toujours dire, oui, il a déjà fait chaud, mais un chiffre est un chiffre. Alors après, je vous l'accorde, en 1600, on n'avait pas forcément de thermomètre aussi précis qu'aujourd'hui. Certes, mais on n'a pas besoin de se baser aussi loin, il suffit de regarder l'ère industrielle, c'est tout à fait flagrant. Ce qui était avant a été extrapolé, a été étudié, bien sûr, maintes et maintes fois. Hein. Il y a des études scientifiques qui sont faites là-dessus. Alors, bon, vous savez comment ça marche, ils ne sont pas toujours d'accord, mais à la fin, ils finissent par se mettre d'accord. Il y a des choses qui font ce qu'on appelle un consensus. Aujourd'hui, même le réchauffement climatique, hein, on n'est plus à l'époque de Donald Trump, plus personne ne vient contester l'idée que l'origine du réchauffement climatique, c'est nous. Voilà. Alors, le réchauffement climatique, moi, je répète, réchauffement climatique et crise de l'énergie, donc appelons donc tout cela simplement crise de l'entropie. Vous irez voir si vous ne savez pas ce que c'est un concept tout à fait intéressant, un concept de désordre qui est assez facile à comprendre. C'est que si vous prenez une bûche de bois, une bûche en bois, une bûche elle est bien organisée. Hein. Une bûche. Si vous la brûlez, vous allez faire d'un coup vous allez faire augmenter son entropie. Parce que la bûche va se transformer en cendre et en gaz et en chaleur. Et tout ça va partir dans l'espace. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la chaleur, c'est la pire des énergies. Ce qui nous concerne. Enfin, en ce qui concerne la mécanique tout court. Le problème de la chaleur, c'est que elle n'est tout simplement plus utilisable. Hein. Il y a de l'énergie qui est utile. L'énergie qui est contenue dans un bidon d'essence est utile. Je brûle cette essence. Je crée de la chaleur. Donc, loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, certes. Mais j'ai quand même perdu quelque chose, j'ai perdu mon litre d'essence, je n'ai plus d'essence. J'ai des gaz dans l'atmosphère. Et si vous avez bien compris, le processus de vie extrêmement long, hein, qui se mesure en millions d'années, pour fabriquer de l'essence, ah oui, le pétrole, c'est une accumulation d'énergie solaire, grâce à la vie, hein, c'est une réaction vivante. Voilà, il nous faudrait des millions d'années, enfin bon, autant vous dire qu'on n'y est pas. Hein. Et là encore, c'est pas pour autant qu'on ferait diminuer l'entropie. Hein. Puisque naturellement, pour créer du pétrole, eh ben, il faut continuer d'augmenter l'entropie dans l'environnement. C'est un cercle vicieux, qui mènera d'ailleurs à la fin de l'univers, soyons clairs. C'est-à-dire qu'une fois que l'entropie, pour être simple, admettons qu'on ait la vie infinie, et qu'on puisse, bon, il faudrait quand même qu'on mange et qu'on respire, puisque c'est de la vie. Chacun peut comprendre qu'on ne va pas vivre indéfiniment sur la Terre. Alors bon, on peut rester à coloniser les autres planètes. Eh ben, on ne vivrait pas infiniment non plus dans le système solaire, puisque arrivera toujours un moment où on aura bouffé toutes les ressources. C'est aussi pour ça qu'un moteur à explosion est plus efficace quand il fait froid que quand il fait chaud. Simplement parce que plus il y a de différence entre l'intérieur du moteur et l'extérieur, mieux c'est. Hein, les choses. Après, le moteur, lui, va relâcher de la chaleur dans l'environnement, donc il va réchauffer l'atmosphère, à tel point que son efficacité va diminuer. Donc il va falloir consommer encore plus de gaz. Enfin bon, vous voyez, à chaque fois, ce sont des En fait, on a affaire que à des réactions qui sont à rétroaction positive. Faut être clair, et même si on s'arrêtait maintenant de tout faire, admettons qu'on ait une espèce de super Covid qui nous amène à nous confiner pendant des années, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais que plus personne ne fasse rien, juste qu'on attende comme ça pendant des années, qu'on regarde les choses se passer. Me semble-t-il, d'après ce que j'ai intégré comme information ces derniers temps, que rien ne changerait.
Enfin si, justement ça changerait, mais dans le mauvais sens. Je veux dire, il y a une tendance, elle est prise, elle est amorcée. C'est difficile de savoir comment elle va évoluer dans le futur, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne va pas dans le bon sens, elle ne reviendra pas en arrière, et elle ne s'arrêtera pas. Donc elle va continuer. C'est pourquoi, comme je le disais en début de vidéo, il convient non pas de paniquer, ça sert à rien, hein, mais de se préparer. Alors se préparer, moi c'est un peu ce que j'ai fait ici, je suis venu léger, hein, je possède moins de choses, voire très peu de choses. En gros, si les circonstances l'exigeaient, je serais tout à fait léger pour me déplacer. Et je crois que c'est pas une mauvaise idée que de revenir un peu vers le nomadisme, en tout cas de s'y préparer, parce qu'on n'aura pas le choix. Le jour où tout est sec autour de chez soi, ça sent le roussi, comme on dit. Et les expressions sont bien faites. Le roussi, c'est une... voilà, il y a une forte entropie. Il va falloir attendre que ça repousse. Quand ça peut repousser. Donc on va observer cette histoire de réchauffement des océans de très très près. Espérons que la faune et la flore ne souffrent pas trop. La vie est résiliente, hein, mais il y a des limites quand même. Voilà. Donc espérons qu'elle ne soit pas outrepassée ces limites. Je vous souhaite une excellente journée malgré tout. Prenez bien soin de vous, ça c'est le plus important. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Donc prenez d'abord soin de vous. Et tout de suite après, prenez soin des autres. Même les deux en même temps, hein, pas de souci. Allez, gros bisous.